Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui restent assez volatiles au milieu des incertitudes actuelles. Néanmoins, les investisseurs vont pouvoir se focaliser à nouveau sur les fondamentaux des entreprises avec le coup d'envoi, le démarrage de la saison de publication de résultats aux États-Unis, mais également en Europe avec les premières indications d'activité pour les grands groupes européens et français, en l'occurrence cette LVMH qui a ouvert le bal hier soir après la clôture des marchés européens. LVMH qui assure sur le plan opérationnel, c'est même d'ailleurs assez spectaculaire malgré un point noir en Chine lié toujours à la crise sanitaire et aux mesures de restrictions sanitaires qui sont toujours de vigueur en Chine aujourd'hui. Pour le reste, la croissance reste spectaculaire, une croissance organique de 23% sur un an pour le premier trimestre en termes de chiffre d'affaires chez LVMH. Sur le plan boursier, l'histoire est un peu différente et depuis plusieurs mois maintenant, depuis le mois d'août dernier, on avait vu un décrochage très net des grandes valeurs françaises du luxe et ces valeurs-là ont eu du mal à s'en remettre et ne s'en sont toujours pas remis. D'ailleurs, on voit le titre LVMH très volatile en cette première moitié de séance. Après une ouverture en hausse, le titre est en baisse à mi-journée. Vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen. Côté résultats américains, c'est le secteur bancaire qui sera sous les feux de la rampe à partir de cet après-midi. Le secteur financier même au sens large avec les résultats attendus en début d'après-midi de JP Morgan et du gestionnaire d'actifs le plus gros du monde, BlackRock, qui publiera également ses résultats. BlackRock qui dispose de plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion aujourd'hui. Voilà donc pour l'actualité microéconomique. Sur le front de la macro, on notera la balance commerciale chinoise qui a été publiée ce matin et puis la journée de demain sera importante avec à la fois la réunion de la Banque Centrale Européenne mais également des indicateurs de confiance du consommateur américain ou encore le baromètre de la consommation aux États-Unis pour le mois de mars avec la publication attendue des ventes au détail. Dans ce contexte, nous évoquerons les questions d'allocation d'actifs et de stratégie d'investissement avec nos deux invités de la mi-journée qui seront avec nous pendant une demi-heure, Marie Delessac, Edmond Rothschild Asset Management et Kevin Lenouaille, Avantgarde Investments. Et c'est la prudence qui domine toujours sur les marchés actions, alors que la correction obligataire s'est amplifiée encore ces dernières semaines. Les infos clés du jour à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen. Le CAC évolue sans tendance bien définie. Globalement, le marché reste concentré sur l'accélération de l'inflation alors que la saison des publications trimestrielles commence. Une inflation qu'on découvrait en hausse hier aux États-Unis. À noter en revanche que le ralentissement constaté hors alimentation et énergie laisse penser que le pic est proche. Un sentiment que la statistique des prix à la production devrait confirmer cet après-midi. Plus près de nous, au Royaume-Uni, le mois dernier, l'inflation a bondi de 7%. Autre facteur de prudence en cette veille de réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE, le relèvement plus marqué que prévu de 50 points de base à 1,5% du principal taux directeur de la Banque de Nouvelle-Zélande. En Chine, Pékin semble désormais pouvoir mesurer l'impact du confinement imposé à la mégalopole de Shanghai et de Shenzhen. Au mois de mars, pour la première fois depuis 2020, les importations chinoises se sont repliées de 0,1% en rythme annuel. Les cours du pétrole sont aussi suivis avec attention. Ils sont repassés au-dessus des $100 le baril. Un mouvement attribué à une annonce de Vladimir Poutine selon laquelle les négociations de paix avec l'Ukraine sont désormais dans l'impasse et d'ajouter qu'il entend poursuivre la guerre. À Paris, Total Energy progresse. S'agissant des autres valeurs à suivre aujourd'hui, après avoir ouvert la saison des résultats trimestriels en France, LVMH voyait son titre avancer dans le vert. Ce matin, c'est désormais plus mitigé. Après une année 2021 ponctuée de résultats record malgré la guerre en Ukraine, sans compter le Covid en Chine. Le groupe enregistre des ventes de 18 milliards d'euros, en hausse de 29% par rapport à la même période en 2021. Moteur de la rentabilité du groupe, on retrouve comme en 2021 la division mode et maroquinerie. Et puis le groupe se dit vigilant mais confiant face aux risques liés au contexte géopolitique et sanitaire. Le titre d'EDF progresse aussi. L'Élysée et Bercy réfléchiraient de nouveau à une nationalisation. Celle-ci serait suivie
suivi d'une session des activités d'énergie renouvelable afin de recentrer le groupe sur l'énergie nucléaire et les barrages. Et puis Stellantis recule. Le groupe entend concentrer ses services financiers en Chine au sein d'une société de financement automobile dont il serait l'unique actionnaire. Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et en fin de journée à 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Analyse de marché et stratégie d'investissement. Voilà le programme de cette demi-heure d'émission avec nos deux invités en plateau. Marie Delessac avec nous, je le rappelle, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Marie. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Et Kevin Lenouaille qui nous accompagne également. Bonjour Kevin. Bonjour Grégoire. Directeur des investissements d'Avantgarde Investment. Marie, je commence avec vous et profitons de l'actualité qui se tourne à nouveau vers les entreprises. Comme chaque trimestre, les grands groupes mondiaux publient leur activité, leurs résultats des mois passés. Le coup d'envoi est symbolique pour l'instant, donc il n'y a pas matière à tirer d'enseignement de ce début de saison de publication, mais quelles sont les attentes des investisseurs justement par rapport aux fondamentaux des entreprises dans l'environnement de crise au pluriel qu'on connaît depuis 2 ans maintenant? Alors, on commence effectivement cette saison de publication des résultats du premier trimestre. La plus grosse semaine de publication, c'est la dernière semaine d'avril et aussi en Europe la première semaine de mai, toujours un petit peu décalée. Aux États-Unis, on attend une croissance des résultats d'environ 5% sur ce premier trimestre par rapport au premier trimestre de l'année dernière. On a eu une légère révision à la baisse sur ces attentes du premier trimestre depuis le début de l'année, environ 1%. Mais c'est vrai que c'est moins que la moyenne historique. En fait, on a l'impression que sur ce trimestre, on revient un peu dans la norme historique qu'on avait quittée fin 2020 et toute l'année 2021, où on avait eu constamment des révisions à la hausse et des attentes trimestrielles et des résultats publiés. Là, on revient un peu à la norme historique qui est on révise à la baisse, notamment aux États-Unis, avant la publication des résultats, et on publie au-dessus des attentes. Donc c'est un peu la tendance qu'on voit. 5%, ça paraît atteignable compte tenu de l'environnement macroéconomique du premier trimestre. Sur les révisions, en fait, c'est surtout le secteur énergétique qui a tiré ces révisions et qui a permis d'avoir cette moindre révision à la baisse, évidemment. Ça, c'est tant aux États-Unis qu'en Europe, d'ailleurs. Donc on devrait avoir une saison de publication à peu près normale, mais je pense que le marché ne va pas forcément se focaliser sur les chiffres en eux-mêmes, mais plutôt sur ce que vont dire les entreprises. Parce que les chiffres, finalement, c'est le trimestre dernier. Et les conséquences économiques et pour les entreprises de la guerre en Ukraine, de l'inflation très forte, elles vont se faire sentir finalement vraiment à partir du second trimestre. Et donc c'est là où ce que vont nous dire les entreprises va prendre de l'intérêt. Ce qu'on voit en fait, il y a toujours une petite vingtaine d'entreprises qui commencent à publier un peu plus tôt aux États-Unis. Sur ces 20 entreprises qui font évidemment pas une tendance globale, pour l'instant, effectivement, les surprises sont positives dans la norme, à peu près 70% de surprises positives aux États-Unis, ce qui est la norme historique. Ce qu'on voit, c'est qu'elles ne donnent pas beaucoup non plus de guidance, en fait. C'est vrai que dans un contexte un peu incertain, elles ont du mal à s'engager sur ce que vont être les trimestres suivants. Ça paraît légitime, effectivement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu de warning, parce que souvent, effectivement, la communication financière est généralement bien pilotée par les groupes américains. Et c'est vrai que généralement, quand il y a des accidents à prévoir, les signaux sont envoyés un petit peu en amont. Là, il n'y a pas eu de signaux particuliers laissant entendre qu'on pouvait avoir réellement de mauvaises surprises, même spécifiques. Alors, non, il n'y a pas eu vraiment de warning. En Europe, vous trouverez toujours une entreprise ou l'autre, un secteur du vente de détail très concurrentiel au Royaume-Uni, des entreprises industrielles, effectivement, qui commencent quand même à avoir des problèmes sur les marges. Mais effectivement, pas de warning très important. Et en fait, ce qu'on pense, c'est quand même la demande à rester forte au premier trimestre et l'année dernière, ce qui a permis aux entreprises de passer des hausses de prix et donc de ne pas encore être impactées sur leurs marges. Et donc c'est ce qui les protège, en tout cas sur ce premier trimestre. Quand on regarde l'univers des marchés globaux, la grande tendance, qui a un impact d'ailleurs sur les marchés actions très direct, c'est la correction obligataire. Alors avec le phénomène inflationniste, avec l'agressivité des banques centrales, et c'est vrai qu'on a sur les deux fronts d'une certaine manière qui sont liés, le discours des banques centrales et le niveau d'inflation. Si on prend l'exemple américain,
on a du mal à voir un apaisement. C'est-à-dire que on appelle de nos voeux un pic inflation, un pic hawkishness, un pic d'agressivité des banquiers centraux américains. Dans les faits, le discours n'a cessé d'être toujours plus agressif jusqu'à ces derniers jours encore, et l'inflation, publiée hier pour le mois de mars, montre qu'on est encore sur une trajectoire ascendante, au moins sur un effet annuel en tout cas. On est presque dans un territoire un peu inconnu, en tout cas incertain par rapport à l'historique, avec cette inflation très forte qu'on n'avait pas connue depuis des dizaines d'années sur l'économie. Donc c'est effectivement un contexte incertain, et des banques centrales, et notamment la Fed, avec un discours très hawkish, très restrictif. Et on va avoir en même temps des hausses de taux assez agressives, et un quantitative tightening, c'est-à-dire une restriction de la liquidité par la Fed. Si on essaye de regarder un peu dans l'historique, on a connu ça 2017-2018, où effectivement on avait des hausses de taux de la Fed et où la Fed a retiré de la liquidité. Donc c'est un contexte un peu similaire. On se souvient que ça avait terminé quand même avec une forte baisse des marchés au dernier trimestre 2018. Aujourd'hui, on est dans un contexte différent, et quand je dis incertain, c'est qu'on a quand même la différence fondamentale, c'est qu'on a un cycle qui va beaucoup plus vite. En 2017, on avait déjà eu quasiment un an de hausse de taux avant d'entamer la restriction de la liquidité. Là, on aura eu une hausse de taux, voire deux si ça ne commence pas en mai, mais en juin, mais pas beaucoup plus. Et là, la restriction de la liquidité sera beaucoup plus importante, de l'ordre de 2 fois supérieure à ce qu'on avait en 2017-2018. On va aller 2 fois plus vite quasiment dans Exactement. ce cycle de resserrement par rapport au précédent. Voilà. Après, on part d'un bilan de la Fed qui est aussi 2 fois supérieur à celui qu'on avait en 2017. Mais effectivement, le rythme de retrait de liquidité sera beaucoup plus important. Même si aujourd'hui, on ne parle pas de vente sèche d'obligations, c'est les coupons qui ne vont pas être réinvestis. Mais évidemment, sur le marché, ça risque d'apporter de la volatilité. Oui, c'est ça mes questions. Est-ce que le fait d'en parler, et on ne peut pas dire qu'on n'en parle pas, on ne parle que de ça, est-ce que le fait d'en parler, de travailler, de chercher sur ces sujets, est-ce que finalement ça permet de se rassurer par rapport au risque de marché que ça peut représenter, ou est-ce que non? Est-ce que le risque de marché reste entier face à ces phases qui sont toujours un peu particulières, effectivement, quand la marée se retire, pour dire les choses, Marie? C'est vrai que nous, on a une position plutôt prudente dans ce contexte-là, parce qu'on va quand même avoir ce retrait de liquidité, même si on sait qu'il va venir, il va être effectif. Donc effectivement, ça risque d'avoir... La matérialisation de ce retrait de liquidité, c'est quand même une étape qu'il faudra digérer, en plus de ce qu'on a déjà anticipé, sans doute. Oui, très, très probablement. Et effectivement... il y a des choses qui sont déjà anticipées. Les investisseurs, les hausses de taux, on est déjà quasiment à 50 BP de hausse de taux sur les 2 prochains meetings de la Fed. Donc il y a déjà des choses qui sont anticipées. Les taux ont déjà bien monté. Ceci étant, quand on regarde là aussi les cycles de hausse de taux de la Fed précédemment, ils ont continué à progresser quasiment jusqu'à la fin du cycle de hausse des taux de la Fed. En 2018, par exemple, ils ont monté jusqu'en novembre. La dernière hausse de taux de la Fed était en décembre. Donc on peut avoir quand même encore une hausse de taux. Elle sera quand même, selon nous, moins forte que ce qu'on a déjà eu jusqu'à présent, et on aura probablement aussi plus de volatilité. C'est-à-dire que si on a des mouvements d'aversion au risque sur les marchés d'actions, au vu du niveau aujourd'hui des taux, on pourra quand même avoir un peu plus de reflux sur les taux et un actif un peu protecteur qui revient. Mais, voilà. Si on suit cette idée-là, ce scénario, qu'est-ce que ça implique en termes d'allocation d'actifs par rapport à l'allocation qui prévalait peut-être ces derniers mois, Marie? Un peu plus de prudence sur les actifs risqués. C'est vrai qu'on considère aujourd'hui que les marchés actions peuvent faire preuve d'un petit peu de complaisance, même s'ils ont baissé depuis le début de l'année. Il n'y a pas encore énormément de choses qui sont prises en compte. Compte tenu, alors il y a cette incertitude sur la Banque centrale, sur l'inflation, mais on a quand même aussi le risque du conflit en Ukraine qui pèse encore. Non, a priori, on pense qu'on va être plutôt dans un enlisement, mais on ne peut jamais exclure vraiment un dérapage de ce côté-là. Et puis, en fait, la Chine et la politique zéro Covid en Chine peut aussi avoir des conséquences parce qu'on retourne dans un environnement où on a des restrictions ou des contraintes d'approvisionnement qui peuvent là aussi
avoir des conséquences sur l'inflation. Donc on est quand même dans cet environnement incertain qui nous font être un peu plus prudents. Et ce qu'on voit aussi en termes de style, c'est que même si les taux ont fait une grosse partie de leur hausse, on pense que les taux réels vont progresser. Ouais. Et les taux réels, donc déflatés de l'inflation, pour le coup, peuvent poser problème sur les valeurs de croissance chères et non rentables, et qui sont encore, pour certaines, assez chères. Ah ouais. Voilà. Et donc, malgré parfois des cours de bourse divisés par 2, voire plus, pour ces valeurs-là, spécifiquement, forte croissance, sans rentabilité assurée encore. Mais c'est là où je pense qu'il y a aussi un retour et une prédominance du stock picking. Voilà, le choix des titres va être de plus en plus important parce qu'au sein d'un même secteur ou d'un même style, on pourra trouver une valeur, une entreprise qui est plus qualitative qu'une autre. Et donc, effectivement, le stock picking va avoir toute son importance dans cette phase. Quel type de protection offre le marché aujourd'hui dans une allocation d'actifs, Marie? C'est pas le sujet du jour, mais je le dis, ce soir on parlera du yen. Une fois n'est pas coutume, mais parce que c'est une valeur dite refuge qui ne joue pas du tout ce rôle depuis des mois maintenant. On a même un véritable effondrement du yen contre dollar notamment. On est à plus de 126 yens contre dollar, ce qu'on n'a jamais vu depuis des années. Ça devient visiblement un petit sujet politique quand même qui est en train de monter. Donc je veux pas, c'était pas le cœur de notre discussion, mais ça amène la question de savoir est-ce qu'on trouve encore des protections dans ce marché aujourd'hui? Alors, les protections, ça peut être probablement le dollar, même s'il est quand même déjà sur des niveaux élevés, mais compte tenu de la différence de politique monétaire et de croissance économique, parce que les États-Unis sont peut-être moins impactés par le conflit en Ukraine que les autres régions, donc ça peut jouer. On peut dire que les matières premières, si ça a un rapport avec le conflit en Ukraine, peuvent aussi jouer un rôle de protection. Peut-être que les taux peuvent revenir sur des niveaux à un moment donné, progressivement, effectivement, après la hausse qu'on a eue, et pourraient de nouveau jouer ce rôle de valeur refuge. On est encore prudent quand même sur la duration, même sur ces niveaux-là. Je rappelle, bon, comparaison n'est pas raison, mais puisqu'on avait en tête la référence du cycle de resserrement précédent, le pic du 10 ans américain, automne ou novembre 2018, c'était 3,15. Hein, exactement. Ça, voilà. Ouais. On est monté là, on est sur 2,75. Donc aujourd'hui sur le 10 ans. Pour donner quelques perspectives. Merci beaucoup Marie. Marie de Lessac, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management, avec nous en plateau, invité de la mi-journée de Smart Bourse. L'analyse et la lecture des marchés à présent des équipes d'investissement d'Avantgarde Investment. C'est Kevin Lenoy, je le rappelle, qui est à nos côtés en plateau, directeur des investissements chez Avantgarde. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors j'aime bien, on se parle régulièrement, et vous avez élaboré un triptyque, un filtre d'analyse qui va même au-delà des marchés, que je trouve assez intéressant, en prenant les ménages, les entreprises et la situation de l'investisseur sur les marchés. Dans ce cadre d'analyse, là, qu'est-ce qui ressort aujourd'hui, justement, au regard de l'environnement actuel Alors c'est vrai que c'est un triptyque qu'on avait déjà mis en avant ensemble, absolument, et aujourd'hui, dans un cadre un petit peu volatile, contrariant, comme ça vient d'être dit, il est clair que ça nous permet de voir s'il y a des tendances, des inflexions, plutôt que d'écouter peut-être le bruit parasite, le bruit épidermique, on va le dire comme ça. Donc on regarde ces trois pôles. Ménages, entreprises, investisseurs. Quand on regarde les ménages, pour commencer, le premier point, c'est surtout de penser qu'il y a une résistance qui est quand même assez intéressante, de notre point de vue en tout cas, dans la consommation, notamment chez les ménages américains. Il y a deux éléments évidemment qui s'opposent. L'élément inflationniste, dont on parle tous les jours, si ce n'est toutes les heures, et évidemment ça grappille le revenu disponible net, c'est évident. Mais on a, à contrario de cela, des éléments qui sont des éléments beaucoup plus moyen-termistes que l'on apprécie depuis quelques mois. C'est évidemment des taux d'épargne qui sont encore intéressants. Une situation finalement d'épargne qui continue d'avoir un stock quand même relativement haut, et ce qui nous permet, même si on grappille encore une fois avec cet effet d'inflation, de se dire qu'on a encore une réserve de consommation. Le point qui est entre des salaires qui progressent aussi. Enfin, je le rappelle, aux États-Unis, on s'en effraie parce que la boucle prix-salaire, c'est interdit, c'est pas bien, c'est mal. On faisait le point hier. Chez les jeunes travailleurs américains, moins de 30 ans, on a des progressions de salaire qui sont supérieures à 10% parfois sur un an. C'est exactement ça. Voilà. Contre une inflation donc printée à 8,5% sur un an. C'est tout à fait ça. Et il y a un corollaire direct avec ce que vous dites. C'est évidemment une situation de plein emploi ou de quasi plein emploi.
aux États-Unis évidemment, même en Europe. On peut quand même dessiner une tendance qui est une tendance pas extrêmement mauvaise sur les chiffres de l'emploi, et globalement on étend finalement le bassin de consommation si on veut tirer un trait très rapide encore une fois dans l'analyse. Donc ça c'est intéressant, et puis des niveaux d'endettement, on en revient toujours à cela, qui sont plutôt bien meilleurs qu'ils ne l'étaient il y a une quinzaine d'années, donc ça nous permet d'avoir des ménages qui sont, je ne vais pas dire non pas en totale difficulté, mais qui en tout cas ont une résilience plus importante qu'on ne pouvait le craindre. Donc ça c'est déjà un bon point. Si on doit noter ce pôle ménage, on va mettre un léger plus, une mention bien. Ouais. Voilà. On regarde le deuxième point, le point des entreprises, c'est sûrement là où évidemment il y a l'achoppement. On en parle évidemment dans les résultats, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais évidemment on a encore ce rapport offre-demande qui est contraint, c'est évident, avec des délais typiquement de livraison qui ne cessent de s'allonger. 75% des économies interrogées annoncent encore des rallongements de délais depuis quelques mois, et évidemment un risque que l'on a en tête, même si on l'écarte de notre côté, qui est évidemment le risque de pénurie. Évidemment il existe sur certains secteurs, il n'est absolument pas à nier, mais il n'est pas généralisé, donc prenons ça en compte. Ça c'est le point négatif. Le point évidemment positif, si on veut compenser comme d'habitude notre analyse, c'est évidemment de se dire qu'on a encore malgré tout des niveaux de commandes qui sont extrêmement élevés. Donc encore une fois, on en a sous le pied, ça ne signifie pas qu'on pourra délivrer, et c'est évidemment qui est tout le point d'achoppement, évident. Mais on a des carnets de commandes qui sont élevés, on a des situations bilancielles qui ne sont pas extrêmement dégradées. En tout cas, quand on sait faire du picking, on peut trouver justement des situations plutôt intéressantes de ce point de vue-là. Et puis, on a des capacités là aussi d'investissement qui sont encore bonnes. On a des situations, encore une fois, bilancielles intéressantes. Donc, de ce point de vue-là, on revient sur le même pôle inflationniste. Si on arrive à passer là aussi la goulée, on se dit qu'il peut y avoir un intérêt, et on veut rester constructif de ce côté-là. Bon, et quand on regarde le marché, du coup... le marché, c'est plus épidermique, on va le dire comme ça. Allez, on prend un peu de recul sur ce côté épidermique, des niveaux de cash qui sont pas inintéressants aujourd'hui dans les portefeuilles. Je pense qu'on en parle tous aujourd'hui en plateau. On a des niveaux de cash qui sont pas inintéressants. Le verre à moitié vide, évidemment, c'est de se dire que les marchés ne sont pas aidés dans ce cas-là dans les progressions. Évidemment, le verre à moitié plein, c'est de se dire qu'on a encore potentiellement là aussi un matelas d'investissement vers les actifs risqués. Le point sûrement que je retiens aussi en corollaire de cela, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas de notre point de vue, notamment en gestion privée, on a relativement peu d'intérêt à aller vers d'autres segments que le risque, entre guillemets, que le risque action. Parce qu'encore une fois, on va juger que le rapport rendement-risque est totalement déséquilibré aujourd'hui sur les obligations. Les primes restent aujourd'hui très favorables aux actions. Et même à considérer des actifs émergents, typiquement sur le front obligataire, que ce soit corporate ou souverain, on a quand même des corrélations equity qui remontent dans des périodes de stress que l'on veut s'éviter. Donc globalement, le niveau de cash plus éventuellement, j'ai envie de dire une certaine crédibilité qui est donnée quand même pour moi aux banques centrales de la part des investisseurs, c'est pas forcément extrêmement mauvais. Le point, encore une fois, c'est de se dire qu'aujourd'hui, certes, on a une vraie difficulté vis-à-vis des taux. C'est évident, notamment aux États-Unis, c'est moins le cas pour l'instant en Europe. Là aussi, vous êtes prudent sur l'idée que la correction obligataire touche à sa fin. Je ne pense pas que ça soit rendu à sa fin. On a du mal à mesurer le point bas. Ce n'est pas suffisant, en tout cas pour nous, pour y revenir. Très clairement. Je ne suis pas sûr que même si on juge que c'est le point bas, on y reviendra, pour tout vous dire. Mais ça, c'est un autre débat. Mais le point étant qu'on a un certain côté sain, peut-être, malgré tout, à baisser quelques valorisations du fait d'une hausse de taux. Donc ça ne nous gêne pas particulièrement, d'autant plus quand on a une inflation qui galope, comme vous le disiez aux États-Unis. On est plutôt, nous, assez rassurés de voir une Fed qui agit. Sur la partie, bon, parlons des actions, puisque c'est quand même là encore où vous êtes investi aux côtés du cash, j'entends, Kevin. Comment vous abordez l'investissement action ? C'est vrai que la grande tendance, guidée à nouveau par la correction obligataire, si on essaye d'extraire des tendances, ça a été l'idée de la surperformance value par rapport aux valeurs de croissance. Alors, très forte croissance jusqu'à des valeurs de croissance plus traditionnelles, patrimoniales, type GAFAM, luxe, etc. On voit la réaction de marché sur LVMH. On sent que ce n'est pas encore un enthousiasme délirant sur le plan boursier. En tout cas, comment vous abordez l'investissement action dans ce contexte ? Alors, ce n'est pas un enthousiasme délirant pour reprendre vos propos, mais malgré tout, ce que l'on lit, c'est quand même des fondamentaux qui peuvent être solides. Et ça, quels que soient les secteurs, quels que soient les styles. Après, encore une fois, le point central sûrement qu'on va donner, c'est que le picking reste, j'allais dire, le plus fondamental dans notre choix. Et c'est éprouvé. Quand vous regardez les moteurs de performance d'un portefeuille, par exemple, c'est bien le picking qui permet de faire la différence aujourd'hui. Absolument. On revient sur LVMH pour profiter de l'actualité. Je ne reviens pas sur les chiffres qui ont été donnés pour ne pas être redondant, mais globalement, on voit des points qui sont quand même des points saillants qui ressortent dans une telle publication. Les points saillants, c'est une génération d'efficacité opérationnelle
opérationnelle qui est exceptionnelle globalement, une capacité d'allocation d'actifs également de très bonne facture pour rester mesuré. On le voit dans l'intégration de Tiffany, on l'a vu avec Bulgari, on l'a vu avec Dior, et puis on va commencer à parler de certaines autres marques encore un peu confidentielles comme Céline, qui sont poussées en avant par LVMH et qui se développent. Et ça montre aujourd'hui, si on veut sortir un peu du cadre pure picking, que on a un vrai talent ici d'allocation qui peut être mis en avant. Et typiquement ça, c'est quelque chose que l'on apprécie. Vous rajoutez à cela une solidité bilancielle, ça doit être 16 milliards de free cash flow, je crois, en 2021 pour LVMH, sur 32 milliards de dettes. C'est un environnement de croissance, enfin c'est une valeur de croissance, ça coûte très cher. La sensibilité auto, je la repousse un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends. Ça payera à un moment. Ça repayera à un moment. En tout cas, dans une approche moyen terme. Après, vous connaissez notre style. On n'a pas un style de trading, on n'a pas un style aller-retour, en tout cas pour la majorité de nos portefeuilles. À moyen terme, c'est le cas. Quand on compare ça typiquement avec d'autres valeurs, on peut prendre une valeur comme Kering, qu'on va beaucoup apprécier évidemment dans le secteur, mais qui n'est pas dans nos portefeuilles aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le même éclatement finalement des activités dessus. On repart sur LVMH, on a une activité vin et spiritueux qui est en recul à cause du shipping US. Il est clair que ça va nous indiquer que déjà les vins et spiritueux dans nos portefeuilles type Kouaïcho Moutaï ou du Pernod Ricard, ça va être à regarder très près en l'occurrence. Mais surtout on se dit il y a quand même une diversification des activités qui nous permet d'être très solide, au contraire de Kering qui potentiellement a une dépendance à Gucci, etc., qui est relativement trop importante de notre point de vue. Donc ça typiquement ça va se voir dans les portefeuilles, ça se voit déjà. Depuis quelques semaines la performance n'est absolument pas la même. Ouais, c'est intéressant, cette dispersion intrasectorielle. Absolument. Il y a vraiment une discrimination de marché de plus en plus fine de ce point de vue-là. C'est tout à fait ça. Il y aura sûrement une prime à la qualité. Ça, on avait déjà évoqué le point en début d'année. C'est que ce retour à l'année des fondamentaux, on en est convaincu. Mais globalement, il y a une prime à la qualité. Et une prime surtout à l'efficience opérationnelle. Parce que tous les points d'achoppement qu'on note, toutes les difficultés, vous notiez des crises avec un S tout à l'heure, et bien globalement, qu'est-ce qui va pouvoir surpasser ça ? C'est pas l'indiciel entre guillemets, parce que l'indiciel est beaucoup trop dilué. C'est au contraire aller chercher des valeurs qui ont une vraie capacité là-dessus à prendre, j'allais dire, du profit par rapport à la concurrence. C'est vrai dans le secteur automobile, c'est vrai dans le secteur bancaire. Je ne suis très peu partisan aujourd'hui de faire de l'Eurostoxx bancaire en portefeuille. Par contre, aller faire un picking bancaire, si vous avez les reins solides, que vous voulez un peu de volatilité en portefeuille et quelques rebonds européens, c'est pas inintéressant. De manière plus globale, pour conclure, Kevin, est-ce que je reviens à l'idée du pic inflation ? On verra. Il a été décalé à chaque fois dans le temps. Il arrivera bien un moment. On peut y croire. Non, mais c'est la réalité. Ce pic d'inflation, une fois qu'il sera dépassé, est-ce que oui, ça changera la donne sur les marchés ? Est-ce qu'on verra les comportements d'investisseurs changer à ce moment-là également ? D'investisseurs peut-être, mais on va quand même juger que le pôle, si on en revient à cette fameuse cartographie, le pôle le plus important, il est sûrement sous les ménages aujourd'hui. Et globalement, sur les entreprises, on a une capacité de hedge, entre guillemets, vis-à-vis de l'inflation qui est différenciée avec les stocks, avec des couvertures. C'est pas le cas aujourd'hui chez les ménages et on voit que le point d'achoppement, malgré tout, c'est le débouché. On a certes une demande qui est importante, mais malgré tout, les débouchés ne demandent qu'à être libérés justement par une crainte inflationniste qui diminue. Aujourd'hui, on a beau annoncer des chiffres d'inflation en comparaison dans l'eurozone qui peuvent être entre guillemets favorable en France par exemple à d'autres pays, il est clair aujourd'hui que le consommateur français n'est pas à l'aise, malgré tout. Merci beaucoup pour ces éléments de perspective et d'analyse. Merci à vous deux. Kevin Lenouet, je le rappelle, directeur des investissements d'Avantgarde Investment, et Marie Delessac qui nous accompagne également pendant cette demi-heure, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle édition de Smart Bourse sur Bismart.